Claudio Maccone, et qui est un astronome italien qui a travaillé sur le programme SETI et qui est directeur scientifique et technique du programme d'exploration spatiale au sein de l'Académie internationale d'astronautique. Il a obtenu en 2002 le prix Giordano Bruno, remis par la SETI, la Search for Extraterrestrial Intelligence. Alors c'est un prix pour ses efforts pour établir un observatoire sur la face cachée de la Lune. Alors prix prestigieux, Giordano Bruno, vous savez, il a été brûlé en 1601 pour avoir prêché des choses qui étaient à l'époque, disons, pas tout à fait dans l'orthodoxie catholique standard. Alors j'espère que, voilà, restez avec nous, monsieur Maccone. et il est aussi... il est évidemment membre du comité SETI, du membre permanent depuis 2012. Il dirige une partie du comité SETI. Il a écrit un certain nombre de livres qui sont des livres plutôt en anglais, des livres, disons, techniques, mais qui peuvent intéresser les plus aguerris d'entre vous en sciences et puis en anglais simultanément, dont l'un qui s'appelle Deep Space Flight and Communications, donc le voyage dans l'espace profond et les communications dans l'espace profond, parce qu'on verra que précisément, c'est pas si simple de voyager dans l'espace, mais c'est pas si simple non plus de communiquer à très grande distance. Et puis, il a publié récemment en 2012 un livre qui s'appelle Mathematical SETI, donc là vous comprenez que ça va être un peu une ambiance technique, et qui est un livre en fait sur l'enseignement, livre technique chez Springer aussi, le même éditeur que le précédent, un livre sur l'enseignement et sur les sciences finalement du programme SETI. Donc merci infiniment de venir nous honorer de votre présence aux Utopiales. Alors, on va commencer par parler évidemment du programme de recherche d'une intelligence extraterrestre. Vous qui y avez contribué, vous qui y participez encore, est-ce que d'abord vous pourriez nous brosser quand même, pour ceux qui ignoraient ce qu'est ce programme, ou en tout cas ignoraient ses développements et son histoire, nous brosser une histoire courte du programme SETI? Oui. Merci. Alors, avant tout, merci à l'organisation pour m'avoir invité ici. Je voudrais avant tout m'excuser, mon français n'est pas parfait parce que je n'ai pas malheureusement pu le pratiquer suffisamment. Aujourd'hui, il faut parler anglais toutes les fois. Et pour la même raison, les images que vous allez voir sont écrites en anglais. Veuillez m'excuser de cette chose. Alors, la première présentation, c'est ce que c'est le SETI. Bien sûr, dans 10 minutes, moins. Alors, qu'est-ce que c'est le SETI? SETI, c'est un acronyme anglais pour Search for Extraterrestrial Intelligence, c'est-à-dire la recherche des intelligences, pas de la vie en général, des intelligences extraterrestres. SETI commença autour de 1960 avec le projet OSMA, fait par M. Frank Drake, qui était un astronome. À ce temps-là, il travaillait dans l'Observatoire de radioastronomie des États-Unis, Green Bank. Et ça a été la première recherche scientifique des signaux extraterrestres sur 2 étoiles seulement, très voisines au Soleil, c'est-à-dire Epsilon Eridani et Tau Ceti. OK, alors maintenant je dois vous dire que nous n'avons pas trouvé des signaux extraterrestres. Excusez-moi, monsieur Maccone, ce Frank Drake, c'est bien le Frank Drake de l'équation de Drake, oui. C'est bien le même. Oui. C'est l'équation qui était une tentative de chiffrer le nombre de civilisations capables de communiquer. C'est bien le même. Exactement. D'accord. Merci. Très bien. Alors, nous n'avons pas trouvé des civilisations extraterrestres, mais je dois dire que l'exploration que nous avons faite est très, très petite, dans tous les sens, avant tout en distance. Alors, comme vous connaissez le système solaire, environ à la moitié entre le noyau de la galaxie, la Voie lactée, et le bord extérieur. Les nombres sont environ de 25 000 années-lumière entre le Soleil et le noyau de la galaxie, et 25 000 années-lumière à l'autre côté. Je dis années-lumière, mais vous voyez là que les recherches SETI ont reçu au moins 300 années-lumière en distance. Alors, cette distance est très, très petite par rapport à la grandeur de la galaxie. Alors, si vous me dites qu'en 50, nous n'avons pas trouvé
des extraterrestres et pour cela les extraterrestres n'existent pas, ma réponse est très simple. Nous n'avons pas trouvé les extraterrestres parce que les moyens techniques que nous pouvons utiliser maintenant ne sont pas capables d'explorer à distance plus haute que 300 années-lumière environ. OK? Ça, c'est la raison. Et après, il faut dire des autres choses, c'est-à-dire que depuis que les scientifiques SETI expérimentaux sont des physiciens, des radioastronomes, ce que nous allons chercher n'est pas le message complet des extraterrestres. Nous n'avons pas beaucoup d'idées sur le message complet. Ce que nous allons chercher d'une façon la plus simple possible au point de vue de la physique, c'est que nous cherchons une portante sinusoïdale, c'est-à-dire une onde électromagnétique sinusoïdale parfaite, c'est-à-dire une onde qui est sur une bande de fréquence très très étroite. Et si nous la trouvons, c'est-à-dire si nous trouvons une distribution d'énergie dans la transformée de Fourier sur cette bande très très étroite, ça peut être un signal extraterrestre. OK. Je pense que nous avons 5 niveaux de complexité en SETI. Mais je dois dire que c'est une idée à moi. Hein. Je ne voudrais pas présenter cette chose comme une idée universelle. Il y a des discussions, bien sûr. Alors, le niveau plus bas, c'est le piggyback SETI, c'est-à-dire les astronomes SETI ne sont pas donnés du temps de radiotélescope pour SETI. Ils doivent utiliser les radiotélescopes que les autres astronomes et astrophysiciens utilisent pour des autres recherches. Et si dans ces recherches nous trouvons un signal, nous sommes très heureux. Mais vous comprenez que cette forme de recherche, c'est très, veuillez m'excuser, stupide, parce qu'il n'y aurait pas des astronomes qui voudraient accepter d'avoir des autres astronomes mettre le télescope dans une certaine direction. En fait, là, les recherches de SETI sont donc finalement dépendantes du temps attribué à d'autres recherches. En fait, non pas comme s'ils avaient du temps spécifiquement et intégralement attribué pour leurs travaux. Merci. Voilà. Bon, une autre explication. Vous voyez ce nombre-là, 1,420 gigahertz. Alors, ça, c'est une autre hypothèse que nous avons faite. Cette fréquence-là, c'est la fréquence de transition entre les protons, transition de spin, c'est-à-dire transition de rotation, de moment angulaire de rotation, du spin de proton par rapport au spin de l'électron dans l'atome d'hydrogène. Bien sûr, vous connaissez que l'hydrogène, c'est l'élément chimique le plus diffusé, le plus abondant dans l'univers. Oui. Alors, on a trouvé qu'une fois, en moyenne, une fois chaque 11 millions d'années, il y a une transition de spin comme ça. Alors, depuis qu'il y a beaucoup d'atomes, bien sûr, dans toute la galaxie, nous allons pointer notre antenne et nous allons recevoir beaucoup de fréquences sur beaucoup de signaux, merci, sur cette fréquence. Bon, alors l'hypothèse c'est que tous les astronomes extraterrestres doivent connaître ces phénomènes physiques. Et alors, s'il y a une civilisation qui veut signaler sa présence, va transmettre autour de cette ligne-là. Bon, not exactement sur la ligne, parce que cette planète-là va tourner. Alors, il y a un effet Doppler, c'est-à-dire un changement de fréquence. Alors, la fréquence que nous cherchons est autour de la ligne, pas exactement sur la ligne. Il y a une autre chose que je voudrais vous expliquer, la question de la bande. Alors, bande de fréquence, bien sûr. Alors, la bande qui a été hypothétisée est la bande très étroite. Et pour cette bande, la transformée de Fourier découverte en France par M. Fourier il y a 2 siècles. La transformée de Fourier, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, c'est l'idée qu'on peut analyser un signal périodique et le décomposer en ses fréquences fondamentales, comme on fait l'analyse d'un son entre ses fréquences fondamentales, le La 440 à 440 Hz, et puis des fréquences successives qui permettent de découper un signal périodique en fréquences fondamentales. Et donc cette analyse de Fourier que l'on peut mener sur
les ondes radio en l'occurrence, parce que la fréquence dont vous parlez tombe dans le radio, permet de comparer, d'étudier les fréquences des signaux, d'hypothétiques signaux extraterrestres. Alors, si nous allons chercher seulement une importante sinusoïdale, la transformée de Fourier marche parfaitement. Et ça était l'hypothèse il y a 50 ans. Mais maintenant, je pense que nous pouvons nous avoir trompés. Parce que nous connaissons que sur la Terre, nous allons de bandes très étroites à bandes plus et plus larges. Par exemple, les téléphones que vous achetez sont des... Les téléphones portables, c'est ça, les bandes sont des bandes larges. Oui. Alors, il faudrait utiliser une autre transformée que j'ai appelée le KLT, mais est appelée avec des noms différents par les différents scientifiques. Est trop compliqué, il n'est pas possible pour moi l'expliquer, mais elle va utiliser la partie avancée de la mathématique, c'est-à-dire les valeurs propres, les fonctions propres, comme dans la mécanique quantique. Alors, la phrase finale sur ce sujet, c'est que peut-être nous avons manqué le signal, pas parce que le signal n'était pas là, mais parce que nous n'avons pas utilisé les mathématiques. La bonne analyse de signal, en fait. Merci. Voilà, d'accord. On n'a pas regardé d'une façon suffisamment adaptée au signal pour essayer de le détecter par rapport au bruit de fond, disons. Niveau 3. J'ai dit que, bien sûr, je voudrais faire des recherches sur des étoiles particulières qui sont particulièrement adaptent à avoir des planètes et sur lesquelles on peut avoir la vie. Alors, ces choses-là, c'est nommé en anglais targeted search, c'est-à-dire une recherche... Visée, on désigne les cibles, on les choisit. Oui. Lionel, Recherche ciblée. Recherche ciblée, voilà. Merci beaucoup. Une recherche ciblée de sorte qu'on ne choisit pas ces cibles au hasard. On n'essaie pas toutes les étoiles du ciel. Exactement. Quoi, voilà. Exactement. Alors, je voudrais vous dire une autre chose. Lorsque nous allons faire une recherche SETI, nous devons connaître la distance entre le Soleil et l'étoile. C'est le paramètre fondamental. Mais, comme vous... Et pourquoi est-ce qu'il est important, ce paramètre de distance? Parce que nous pouvons faire une évaluation de la radiation qui est émise par ce système solaire-là. D'accord. Donc c'est un point... Voilà. Absolument. Donc il faut déjà... On ne cherche pas d'intelligence extraterrestre sur une étoile, autour d'une étoile, sur une planète autour d'une étoile dont on ne connaît pas la distance. Exactement. Merci. Alors, le problème, c'est que nous connaissons maintenant seulement les distances de 100 000 étoiles autour du Soleil dans la galaxie. Pourquoi? Parce que nous avons eu une mission spatiale de l'ESA, c'est-à-dire européenne, qui s'appelait Hipparcos. Vous pouvez chercher sur Internet, il vous donne tous les résultats. Et Hipparcos a produit le premier catalogue des 100 000 étoiles les plus voisines au Soleil dans la galaxie. Mais la distance moyenne pour ces catalogues, c'est de l'ordre de 3000 années-lumière. Et encore une fois, cette distance, c'est très petite par rapport aux grandeurs de la galaxie. Bon. Je suis heureux de vous annoncer que maintenant, il y a une autre mission spatiale, déjà en cours, qui s'appelle Gaïa. Et Gaïa est différente parce qu'elle va orbiter sur le point de Lagrange L2 du système Terre-Soleil. Mais la chose la plus importante est qu'elle va mesurer les distances d'1 milliard d'étoiles. Bien plus. Et nous espérons que nous pouvons avoir le catalogue de Gaïa entre l'année 2020, une chose comme ça. Point. Alors, depuis cette situation, vous comprenez bien simplement que nous ne pouvons pas attendre de trouver des signaux comparables aux signaux que nous, de la Terre, émettons dans l'espace. C'est-à-dire, depuis que nous avons découvert les ondes électromagnétiques, environ un siècle, notre ondes électromagnétiques vont marcher dans l'espace avec la vitesse de la lumière. C'est-à-dire que dans une sphère avec un rayon de 100 années-lumière, il y a notre onde qui voyage. Dans cette sphère, il y a beaucoup d'étoiles différentes. Si seulement sur une des planètes autour de cette étoile, il y a une civilisation comme la nôtre ou plus avancée, ils peuvent comprendre notre existence. Ils peuvent voir la TV, ce qu'ils veulent. Okay? Alors, lorsque vous renversez le discours, c'est la même chose. Nous
pourrions expecter de trouver des signaux en provenance de notre civilisation, mais seulement pour les étoiles très très voisines. Alors, en anglais, les signaux qui arrivent des étoiles voisines sont des signaux intentionnels, comme des signaux TV, radio TV, sont nommés leakage. Okay? Les signaux de fuite, finalement, c'est ça, de fuite. Alors, nous ne pouvons pas faire des recherches leakage maintenant. Et nous avons attendre la prochaine génération de radiotélescopes, en particulier le prochain radiotélescope qui s'appelle SKA, en anglais Square Kilometer Array, et c'est un très très grand radiotélescope avec une aire de 1 km carré et qui va être construit la moitié sur les gigahertz dans le sud d'Afrique et la moitié sur les mégahertz dans l'Australie. Bon. Enfin, il y a le futur de la physique, c'est-à-dire peut-être nous n'avons pas reçu le signal que nous voulons parce que le signal était encrypté. Il n'était pas électromagnétique. D'abord, juste une question. On utilise le signal électromagnétique, les ondes radio, c'est dans cette gamme-là qu'on regarde. On pourrait imaginer, donc ça va être pour partie votre niveau 5 dont vous allez nous discuter, on pourrait imaginer que les extraterrestres soient intelligents s'ils existent, qu'ils utilisent une autre technique que les ondes radio pour discuter entre eux, qu'ils pourraient utiliser les ondes électromagnétiques, parce que c'est les ondes électromagnétiques qui ont la plus grande vitesse, c'est de la lumière. Les ondes électromagnétiques, c'est la lumière. Et c'est la vitesse la plus grande, en tout cas dans le vide. Ils pourraient utiliser par exemple de la lumière visible, des lasers par exemple, faire des sortes de signaux laser, par exemple, ou alors utiliser entanglement et encrypted SETI, c'est-à-dire des messages qui utilisent l'informatique quantique, qui utilisent les états qu'on appelle corrélés, en français, les états corrélés. Donc ils utilisent d'autres techniques plus évoluées que les nôtres, qu'eux maîtriseraient suffisamment bien pour en faire un signal de communication. Alors, vous avez complètement raison. Nous avons... j'ai seulement parlé de SETI radio maintenant. Mais il y a un autre SETI, c'est-à-dire le SETI optique, qui va chercher des messages optiques pulsés. Et peut-être il y a des autres formes que nous ne connaissons pas. Ça, c'est tout. Alors, je voudrais vous montrer très très brièvement peut-être quelques scientifiques qui ont contribué. Avant tout, le scientifique soviétique Georgy Shklovsky à Moscou, il a découvert la raille de l'hydrogène. La même découverte a été faite en même temps en Hollande par Hendrik van der Hulst. Ambart Soumian était un autre astronome de l'Arménie. L'Arménie, exactement. Kardashev est encore vivant, il est âgé de 82 ans, je l'ai rencontré à Moscou. Il a fait la première classification des civilisations extraterrestres fondée sur l'énergie que ces civilisations-là peuvent utiliser pour sa vie. Alors, il y a seulement 3 degrés. Le niveau le plus bas, c'est presque comme nous, c'est-à-dire nous pouvons maintenant utiliser toute l'énergie de notre planète, ou presque la même chose. Le niveau 2, c'est-à-dire ils vont construire autour de l'étoile, dans notre cas autour du Soleil, une sphère, mon Dieu, une sphère avec les rayons de la distance entre l'étoile et les planètes, c'est-à-dire dans ce cas la distance entre le Soleil et la Terre. Cette sphère par les Américains s'est appelée Dyson Sphere. Sœur de Dyson, Monsieur Frank Dyson. Monsieur Dyson, c'est un scientifique américain. Schoff a défini cette deuxième possibilité d'avoir énergie comme le niveau 2. Et enfin, il y a le niveau 3, c'est-à-dire une civilisation si avancée qui peut utiliser toute l'énergie de sa galaxie. C'est un chiffre... Ça, c'est l'empire de Star Wars, ça, non? Oui, bien sûr. C'est ça. Ah, ce monsieur-là, c'est mon maestro, puis-je dire comme ça, en français? Frederik. Frederik, c'est l'astronome qui plus que les autres astronomes, a influencé mon pensée. Si vous allez voir mon livre Mathematical SETI, c'est fondé sur l'équation de Drake et conséquences mathématiques de l'équation de Drake. Il est encore vivant en Amérique. Carl Sagan, je suis sûr que toutes les personnes dans cette salle connaissent Carl Sagan et le cosmos et les transmissions. Jill Tarter était l'élève
de Frank Drake. Elle a été une femme extrêmement fameuse et déterminée. Il y a eu le film Contact, basé sur elle. Sur Gilles Tarter. Vous connaissez, vous avez vu le film Contact. Ellie Arroway du film, c'est Gilles Tarter, en vérité. C'est-à-dire que Carl Sagan a écrit les romans sur elle. Ok, Jean Edman, et maintenant nous arrivons à la France. Alors, Jean Edman a été mon maestro français. Il était à l'Observatoire de Meudon. Il m'a enseigné beaucoup de choses. Nous avons organisé ensemble un congrès de SETI à Val-Cenis, il y a 30 années, une chose comme ça. Et c'est pour lui et pour M. François Birot, qui est encore vivant, que nous avons fait des recherches SETI au grand radiotélescope de Nancy qui se trouve ici, pas trop loin d'Orléans. En France, exactement. Il est en Sologne, en fait. Pas loin de, oui, un peu au sud d'Orléans. Ah oui, bien sûr. Voilà. À Nancy. À Nancy, hein? Nancy, un grand radiotélescope. Pas Nancy, Nancy. Bon, alors, maintenant, il y a, par exemple, ces radiotélescopes-là, Allen Telescope Array en Californie. Mais je dois dire que les Américains ont une vie différente. Depuis que nous en Europe, avons quelques fonds de l'État, ils n'ont pas de fonds. Alors, Madame Gilles Tarter a appelé un riche Américain qui s'appelle Allen. Mais M. Allen n'a pas payé suffisamment. Alors, il y a seulement 42 antennes de 6 mètres comme celui-là. Gilles Tarter voulait bien plus, je voulais 350. Alors, il y a des problèmes. Ces radiotélescopes-là ne marchent pas parce que la surface qui va prendre les ondes n'est pas suffisante. Il faut une surface suffisante pour capter des ondes de faible intensité. Absolument. Exact. Les Soviétiques avaient ces radars-là à Eupatoria qui se trouvent dans la Crimée. Vous connaissez l'histoire de la Crimée. Hein? Il a été utilisé pour les SETI, mais maintenant nous ne savons pas quel est le futur. Arecibo, c'est le radiotélescope le plus grand au monde. Il se trouve dans l'île de Puerto Rico et il est managé par l'université de Cornell en Amérique. Et bien sûr, si vous utilisez le programme SETI Atom, je voudrais vous demander, quelles sont les personnes qui utilisent le programme SETI Atom dans cette salle? 1, 2, 3... Merci. Moi aussi, oui, j'ai pas dit. Mais... Alors, le signal que vous analysez sur votre ordinateur. On peut en dire un peu sur cette. Je peux en dire 2 mots sur SETI at Home. Absolument, oui. En 2 mots, pour ceux qui ne connaîtraient pas, SETI at Home, c'est SETI at Home. Donc, c'est prêter votre temps d'ordinateur pour participer à l'analyse des signaux du programme SETI. Et ça fonctionne quand votre ordinateur est en veille. C'est une veille d'ordinateur. Au lieu d'afficher un joli truc qui défile ou qui ne se passe rien, l'ordinateur va automatiquement récupérer des blocs de données sur le serveur de SETI et les analyse pendant que vous ne faites rien avec. Dès que vous arrêtez, il arrête de travailler pour SETI et puis il recommence. Et donc à la fin, il y a eu des dizaines, même peut-être des centaines de milliers d'ordinateurs personnels qui ont servi à ça et qui ont fait l'équivalent de millions d'années de calcul pour le programme SETI. Donc il y a des ressources. C'était la première fois qu'on avait une science contributive où l'amateur, même quiconque était volontaire, participait à un grand programme de recherche scientifique. Merci. Excusez-moi, on peut le télécharger gratuitement. Je précise ça, évidemment, c'est pas... Vous le trouverez, SETI at Home. Et ces logiciels-là ont écrit par le team SETI à l'Université de la Californie à Berkeley, près de San Francisco. Bon, alors, Nancy, puis je vous suggérerai d'aller une fois à Nancy. Vous avez à contacter Ciel Ouvert. Et ils vont vous montrer les grands radiotélescopes, c'est incroyable. Alors, vous voyez là, il y a 2 miroirs. Le premier miroir, veuillez m'excuser, c'est le miroir plein qui bouge en déclination. Et lorsque les ondes arrivent de l'étoile que vous voulez étudier, ils sont transformés dans ondes parallèles au sol. Ils arrivent sur le deuxième miroir, qui est un miroir sphérique. Ça va les faire concentrer sur un chariot mobile qui se trouve à la moitié entre les 2 miroirs. Et le chariot mobile est commandé par un ordinateur. Et la conclusion, c'est que vous pouvez regarder une certaine étoile pour 1 heure, qui est
un bon résultat. Hein. Malheureusement, en Italie, nous avons la même chose, mais nous pouvons regarder seulement pour 6 minutes. C'est une construction différente. Hein. Alors, bien sûr, Nancy, c'est bien. Bon. Jodrell Bank, en Angleterre, c'est le fameux radiotélescope utilisé pour les missions spatiales, des choses comme ça. L'histoire, c'est très intéressant parce qu'il y avait un prix Nobel qui s'appelait Sir Martin Ryle, qui était contraire au SETI. Alors, depuis ces personnes-là, l'Angleterre a perdu 30 ans d'exploration SETI et seulement lorsqu'ils ont nommé une autre président de la Royal Society, la Société royale anglaise, qui est Lord Martin Rees, la situation a changé. Et la pensée de Martin Rees, je vais le dire en anglais et vous pouvez traduire, absence of evidence is not evidence of absence. L'absence de preuve n'est pas la preuve d'une absence. Merci. Bon, Parkes, en Australie, 64 mètres. C'est particulièrement important pour SETI parce que il y a beaucoup de radiotélescopes dans l'hémisphère nord, mais malheureusement, peu de radiotélescopes dans l'hémisphère sud, seulement en Australie, Sud-Afrique, et pour cela, nous allons construire ESCAR, oui, et en Argentine. Bon, alors Parkes, c'est important. Et après, veuillez m'excuser, mais je dois présenter mon radiotélescope en Italie. C'est dans la Sardaigne. Il a été construit, la fin de la construction était il y a un an. Et je suis en train d'obtenir des fonds pour faire des recherches. L'OFAR en Hollande, c'est une autre chose. C'est-à-dire, elle va regarder dans les mégahertz, pas dans les gigahertz. Et la construction, c'est complètement différente, il n'est pas possible pour moi de l'expliquer. Et maintenant, la Chine. Hein? Oh mon Dieu. Alors, la Chine va construire aussi, les Chinois. Le plus grand radiotélescope au monde. Alors, il vous souvient que je vais vous présenter le radiotélescope de Arecibo, 305 mètres. Ici, c'est le même principe, mais 500 mètres. C'est tout dit. Hein? Lorsque les Chinois ont les radiotélescopes comme ça qui marchent, nous pouvons changer de métier. Hein? Veuillez m'excuser, mais il faut être clair. Bon, le SGS Kilometer Array, c'est le plus grand qui va être bâti, comme j'ai dit, en Afrique du Sud et Australie. Vous voyez que les principes sont différents. C'est-à-dire, quand on parle de taille, oui. Vous disiez le plus grand Arecibo en ce moment, c'est comme on dit en anglais, single dish, en un seul bloc, en monobloc, alors que le chinois futur sera le plus grand monobloc. Oui. Évidemment, square kilometer array, c'est pas un énorme bloc de 1 km carré qu'on va orienter. C'est un petit, un grand radiotélescope. Alors nous avons encore des espérances. Ok, seulement deux mots. J'ai déjà parlé de la mission spatiale Hipparcos qui a calculé les distances des 100 000 stars. Étoiles, veuillez m'excuser. La mission Kepler américaine, ça c'est très très important. La mission Kepler est la seconde parce que les Français avaient déjà lancé et obtenu des images des planètes extrasolaires avec Corot. Mais les Américains ont fait plus parce qu'ils ont découvert 4000 planètes extrasolaires. Alors, vous voyez là la vérité, c'est-à-dire il y a la galaxie, le centre blanche de la galaxie, il y a le système solaire, jaune, et vous voyez cette cône jaune-là, ça c'est la région de l'espace qui a été explorée par la mission Kepler. C'est-à-dire, c'est une cône très très étroite, ce n'est pas un cône large. Nous avons, imaginez d'être dans une chambre et vous avez ouvrir un œilleton, un petit trou, vous regardez le trou de la série. Merci, ça, exactement. C'est exactement la même chose. Et depuis qu'il était si petit, et depuis que nous pouvons voir seulement les planètes qui orbitent autour de ces étoiles dans le plan de vue entre la Terre et ces planètes-là, c'est-à-dire nous ne pouvons pas voir les orbites qui sont inclinées, nous pouvons seulement voir les planètes qui vont passer devant de l'étoile. Nous avons déjà trouvé 4000 étoiles. Alors la conclusion est très simple, qu'il y a un incroyable nombre de planètes dans la galaxie. Nous pouvons dire peut-être 40 milliards, une chose comme ça. Comme la Terre.
C'est-à-dire, nous ne considérons pas les grandes planètes. Ce sont des nombres incroyables. Et j'ai déjà vous parlé de la mission Gaia. Nous espérons de pouvoir de calculer la distance de milliards des étoiles. Bon, et ça c'est mon livre, malheureusement très mathématique, et c'est ça. Bon, puis-je voir le fichier numéro 2, s'il vous plaît. Alors, avant de passer au fichier numéro 2, on va finalement, est-ce que vous diriez que depuis les pionniers, depuis Frank Drake, depuis 1960, SETI a pris de l'ampleur, et est-ce qu'il a pris une ampleur suffisante, ou il y a évidemment encore des choses à faire. Évidemment, il y a des choses à faire parce qu'on n'a rien vu. Vous avez parlé des techniques de détection qui pourraient être différentes, mais est-ce que vous pensez que le rythme d'augmentation de prise de volume, c'est-à-dire de prise d'importance de SETI est satisfaisant, ou est-ce que c'est encore difficile de progresser, de faire progresser l'idée, de faire progresser les travaux? Ah, bien sûr. Je pense que sans Frank Drake, il n'y aurait pas de SETI maintenant. Ça, c'est le premier pensée. Le deuxième pensée, c'est que depuis il y a 15 ans, une chose comme ça, nous avons découvert beaucoup de planètes exosolaires. Ça a été la différence. Avant ces dates, SETI était regardé comme des choses pour les astronomes qui n'avaient rien à faire dans ce temps. Mais maintenant, il y a plus et plus de scientifiques qui s'occupent de SETI. Alors, ça, c'est le changement. Ça, c'est vraiment le fait qu'on a découvert, qu'on a la certitude que ces planètes existent. Exactement. On s'en doutait bien avant leur découverte, mais maintenant on a la certitude. Et surtout, on peut les épingler sur la carte du ciel, finalement. On peut les détecter. Exactement. D'accord. Et donc, la suite, là, sur cette deuxième série de diapositives, va concerner ce qui vous a valu le prix Giordano Bruno, c'est-à-dire l'idée qu'on pourrait peut-être aussi installer dans un endroit tranquille. Vous allez nous expliquer cet endroit tranquille, on le voit, c'est Far Side of the Moon, ça veut dire la face cachée de la Lune, le côté qu'on ne voit pas de la Terre, où là on est plutôt tranquille du côté des émanations électromagnétiques humaines, du coup, et on s'en protège. Exactement. Alors, cette proposition, comment elle fonctionne? Vous comprenez immédiatement qu'ici, il y a deux questions. C'est la question scientifique qui est très claire. C'est-à-dire, depuis que la Lune tourne autour de la Terre et montre toujours la face cachée à l'extérieur et l'autre face vers la Terre, il est très normal de penser d'aller mettre un radiotélescope au centre de la face cachée de la Lune, c'est-à-dire au centre de ce cercle-là. Vous voyez là une image de la face cachée. Le cercle rouge, c'est le cercle que j'ai nommé PAC en anglais, Protected Antipode Circle, c'est-à-dire le cercle protégé contre des utilisations qui vont créer des bruits de fond là, protégé contre les activités pas scientifiques. Bon, alors ce cercle est compris entre deux droites parallèles, qui sont les parallèles sur la Lune, qui se trouvent à plus 30 degrés et moins 30 degrés. Et après, je voudrais vous donner très brièvement la justification scientifique. Alors, ça, c'est une étude que j'ai conduite pour l'Académie internationale d'astronautique. Il a été commencé ici, à Paris, par M. Edman, et malheureusement, il est mort dans l'année 2000, et il m'avait nommé son député. Et puis son adjoint. Son adjoint ou son collaborateur de premier plan. Exactement. Alors, lorsqu'il est mort, j'ai continué l'étude. Et ici, il y a bien sûr M. Jean Edman. Et la justification scientifique, c'est la suivante. Alors, vous considérez deux grandes masses dans l'espace, par exemple la Terre et la Lune. Et bien sûr, la Lune va tourner autour de la Terre sur une orbite qui est presque circulaire. Alors, monsieur le mathématicien de Turin, monsieur Lagrange, qui est mort à Paris, mais était né à Turin. Je suis de Turin, bien sûr, veuillez m'excuser. Vous êtes italien et de Turin. Donc et je pourrais vous dire l'adresse à Turin, Via Lagrange 29. Bon. Alors, monsieur Lagrange, en 1700... On a fêté, excusez-moi encore vous interrompre, monsieur Macon, on a fêté le bicentenaire de la mort de Lagrange. On l'a fêté, et on l'a fêté dignement en France, notamment à l'Institut Henri Poincaré, oui, grand institut de mathématiques en France, qui est dirigé par Cédric Villani, qui était présent ici aux Utopias il y a 2 ans, et qui a décidé qu'on allait fêter comme Lagrange, italien renommé et qui a travaillé en France et qui est mort en France. Voilà. Fin de On trouve d'ailleurs sur Internet un film qui retrace la vie de Lagrange, un petit documentaire sur le site de l'Institut Henri Poincaré, un film en français,
qui est sous-titré en anglais, je crois aussi, et qui retrace la vie de Lagrange. Voilà, fin de la parenthèse publicitaire. Je voudrais avoir une copie. Ah, mais je Merci vous obtiendrai ça facilement. Alors, le théorème de Lagrange, année 1792, je pense. 1792, oui. 82, vous avez raison. Va démontrer d'une façon mathématique le théorème suivant. Si vous avez les deux masses, et la masse plus petite va tourner autour de la masse plus grande, il y a 5 points dans l'espace où les forces d'attraction gravitationnelle versent la Terre, les forces d'attraction gravitationnelle versent la Lune, et la force centrifuge du mouvement de la Lune autour de la Terre vont se compenser exactement. C'est-à-dire la somme vectorielle, c'est 0. Alors, ça, ce sont les 5 points. Vous voyez que 3 sont sur la ligne entre la Terre et la Lune, et 1 entre la Terre et la Lune. Et ça, c'est une base magnifique pour une base spatiale future. Une auberge, des choses comme ça. Une colonie, on a imaginé même. Non, mais les Américains ont déjà fait le plan. Hein. C'est une chose pratique. Bon, L2 à l'autre côté de la Lune et L3 à l'autre côté de la Terre. Et après, il y a les 2 points triangulaires, L4 et L5, qui sont particulièrement importants parce que la gravité autour de ces points-là verse les points. C'est-à-dire qu'ils sont gravitationnellement stables. Bon. Ça, c'est le théorème de Lagrange. Alors, ici, il y a une autre chose, bien sûr, que sur la face cachée de la Lune, il y a une cône d'espace où les ondes qui viennent de la Terre n'arrivent pas. Et ça, c'est très bon. C'est très bon. Parce que c'est vrai, dans la détection, il y a évidemment l'aspect être sensible au signal très faible qui vient des planètes éventuellement habitées par des espèces intelligentes. Et il y a aussi le fait que nous sommes nous-mêmes émetteurs et il faut se protéger de nos propres émissions pour ne pas fouiller, pour ne pas chasser l'aiguille dans la botte de foin 2 fois. À la fois l'aiguille dans la botte de foin des milliards de planètes et en même temps mélanger à tout le foin, si j'ose dire, terrestre, qui fait que ça nous pollue l'observation. J'aimerais expliquer ça. Ça, c'est l'idée de protéger la face cachée de la Lune. C'est des articles qui ont déjà été écrits pour la protection de la face cachée de la Lune. Oui, ce serait une protection au sens, comme l'Antarctique, légal. Voilà, de faire par loi, de stipuler que la face cachée de la Lune reste une zone qu'on protégera définitivement de toute ingérence électromagnétique humaine, comme l'Antarctique est protégée d'ingérence humaine pour visée scientifique. Oui, c'est ça. Alors, ici, il y a le cratère Dédalus, qui se trouve presque au centre de la face cachée de la Lune. Alors, dans ces études, j'ai proposé d'utiliser ces cratères-là comme la base pour y placer un radiotélescope dans le futur. C'est un grand cratère, c'est 80 km de diamètre, il y a des autres qualités très bonnes. Bon, ici, il y a la même chose, mais vous voyez que il y a la Terre à gauche. C'est ça. Le cratère Dédalus à droite. Et vous voyez que les droites qui arrivent du point de Lagrange L4 et L5 vont arriver au centre de la Lune. Alors j'ai proposé cette zone-là que vous obtenir ce cercle, que vous obtenir par rotation autour de l'axe entre la Terre et la Lune, comme la région à protéger, parce que dans le futur, nous pourrions avoir des bases spatiales au point L4 et L5. Et qui elle-même pourrait éclairer finalement la face cachée. Exactement. L'idée, c'est que la Terre éclaire la Lune, mais la face visible, la face cachée. Mais les bases humaines, voilà, vous avez prévu le futur. Oui, alors, vous avez tenu compte, vous avez tenu compte de ça. Il est nécessaire que les scientifiques... Donc évidemment, installer une base d'observation sur la Lune, ça nécessite d'abord de retourner sur la Lune. Celle-là, on a d'une certaine façon, vous avez établi une manière de cahier des charges de l'endroit où on pourrait se placer. Exact. Mais ça nécessite d'abord de retourner sur la Lune, évidemment, ce qu'on malheureusement on ne sait pas encore faire. Donc c'est du SETI futuriste, de notre futur, bien sûr. C'est quand on sera capable de s'installer définitivement ou durablement sur la Lune. Mais il est nécessaire de le faire, hein, parce que il y a des entreprises privées qui vont utiliser la Lune comme la Terre. Ouais. Pardon. Voilà. Et ça n'est pas vraiment une bonne chose. Bon, ici, il y a le décroissement de l'intensité de la radiation dans le cratère de Dédalus. Ce sont des choses techniques. La même chose, ici, il y a une difficulté, c'est-à-dire il y a 2 systèmes de Lagrange. Un, ce que je nommais autour de la Terre avec la Lune, et l'autre
autour du Soleil avec la Terre. Alors ça va apporter deux autres points de Lagrange que je ne vais pas considérer ici. C'est compliqué, mais nous pouvons demander à la politique internationale de se préparer pour cette situation. Alors, comme un des directeurs de l'Académie internationale d'astronomie, j'ai été à Vienne, aux Nations Unies, à Vienne, pas à New York, à Vienne, où il y a la section pour les études spatiales, a présenté pour la première fois ce problème en 2010. Et nous pouvons espérer que dans les siècles à venir, peut-être quelque chose va changer. Ça progressera. Veuillez m'excuser. Donc là, l'idée, c'est de protéger cette zone-là pour des recherches scientifiques en général, et éventuellement les recherches de vie extraterrestre protégées par ces ondes électromagnétiques de toute nature, y compris lumineuses, émises par les humains. Oui, c'est ça. Merci beaucoup. Alors, je voudrais avoir le fichier. Avant de le passer, il nous reste un petit quart d'heure. Il y a certainement des questions dans la salle. Vu la foule dans la salle, on va peut-être prendre quelques questions déjà donc, sur ces aspects de recherche de vie extraterrestre et sur le futur de ces recherches, en particulier vos propositions de sanctuariser finalement la face cachée de la Lune. Je vois déjà une question, on va en prendre quelques-unes d'ici la fin de la discussion. Oui, merci. Moi, c'est juste pour savoir si la présentation, qui est passée beaucoup trop vite, est accessible quelque part. Est-ce qu'elle est disponible, cette présentation, sur Internet? Oui. Est-ce que vous pouvez mais si vous la cherchez... Si monsieur voulait en disposer pour la lire lui-même et la feuilleter lui-même... La réponse est oui. Si vous pouvez le mettre dans le site web, vous pouvez le télécharger. Elle est là, on pourra éventuellement aller voir, on ira voir avec la technique, elle est sur l'ordinateur de la technique, on s'arrangera. Mais je dois vous dire, si vous allez rechercher sur le site des Nations Unies à Vienne, COPUOS, en anglais, Committee on Peaceful Uses of Outer Space. Si vous allez voir là et vous allez mettre mon nom, vous trouvez toute la présentation qui est là. Bon. Elle est sur le site internet. Oui, bien sûr. Bien sûr. On va peut-être prendre une autre. Je suis un peu désolé, monsieur Maconnet. Je suis pas sûr qu'on ait le temps de discuter de tout ça, à moins que ça vous touche particulièrement, qu'on parle de votre projet, qui est un projet aussi extrêmement intéressant, qui consiste à utiliser le Soleil lui-même comme une lentille gravitationnelle pour faire des images de planètes extrasolaires. Un sujet que j'avais suivi, qui m'avait beaucoup intéressé, donc je suis moi-même un peu le cœur brisé si on doit couper ça. Mais on va laisser cette image, mais peut-être il y a d'autres questions, voilà, il y a déjà d'autres questions, et qu'on puisse interagir avec la salle, voilà, c'est ça l'intérêt. Si vous vous mettez de l'autre côté de la Lune et que vous essayez d'observer l'espace à un endroit où vous êtes complètement à l'abri des émissions depuis la Terre, comment vous récupérez les données depuis là-bas? Parce que ça reste bien sûr. Il faut avoir un satellite qui va tourner autour de la Lune. Lorsqu'il est sur la face cachée, il va prendre les données et après la moitié d'un cercle, il va télécharger les données sur la Terre. Donc ça nécessite d'avoir une base sur la Lune, bien sûr. d'avoir une infrastructure... Mais pas une base sur la Lune même, seulement un satellite qui va... Ah oui, il y a le radiotélescope qui pourrait être opéré, téléopéré, comme on dit, il n'y a pas besoin d'avoir d'humain forcément au niveau du radiotélescope, et après une structure orbitale de satellite, un peu comme une manière de... Enfin, c'est pas un GPS, il ne servirait pas à faire de la localisation, mais il servirait comme un réseau de télécommunications. Exactement. Donc ça nécessite effectivement de s'installer, disons, densément sur la Lune, activement sur la Lune. Il y a une autre question d'un monsieur. Bonjour, je voulais savoir comment a été financé le SETI, si c'est internationalement ou si c'est chaque pays qui finance son propre SETI. Voilà. Merci. Vous avez dit la vérité. Chaque pays finance son SETI. Malheureusement, il n'y a pas une organisation internationale, même entre les scientifiques. La seule que je connais, c'est le SETI Permanent Committee of the International Academy of Astronautics, dont je suis le président. Mais ça, c'est seulement une chose entre scientifiques. Il n'y a pas de l'argent qui bouge là. D'accord, c'est une union intellectuelle des scientifiques. Exactement. Mais il n'y a pas d'union financière, il n'y a pas de source de financement international. Et depuis que je suis en France, si vous êtes d'accord, je voudrais dire que j'organise des congrès sur ces sujets à l'UNESCO, ici à Paris. Et le prochain congrès, c'est à mars de l'année prochaine, mars 25 et 26. Si vous êtes intéressé, vous allez voir le site de l'International Academy of Astronautics, ici à Paris, rue Galilée numéro 6, et vous trouvez tous les détails.
D'accord. Donc il y a un grand congrès SETI qui est ouvert au public du coup qui Oh, sort- bien sûr, nous ne voulons pas de secret, hein, parce que nous savons que si nous allons aller secret, c'est la fin du SETI. D'accord. Donc c'est vraiment ouvert au Ce n'est public. plus une science. C'est un congrès scientifique. C'est une chose militaire. Voilà, c'est un congrès scientifique, mais qui est ouvert au grand public. Absolument qui ouvert. peuvent écouter. C'est en anglais, j'imagine. Je le dis, Oui, mais oui. pour qu'on n'y aille pas, si on ne se dépasse pas de Oui, langue. veuillez m'excuser, mais la langue anglaise est Oui, c'est nécessaire. ça, je le dis parce que c'est implicite, mais la langue anglaise est indispensable aux communications scientifiques Exactement. internationales. Oui. Et il y a une autre question. Alors, quand on vous écoute dans les conférences, là-bas. notamment celle-ci, on entend beaucoup votre avis personnel, qu'on a des données, on a du mal à les interpréter, qu'on ne sait pas vraiment ce qu'on doit interpréter, que tout est encore nébuleux en fait dans toutes les données qu'on reçoit du programme SETI. Et je me demandais, à votre avis, quand est-ce qu'on va savoir interpréter, savoir ce qu'on veut? Dans combien de temps on va savoir ce qu'on veut comme données que l'on reçoit? Et Alors, enfin, qu'est-ce qui va nous donner une idée précise? voilà, qu'est-ce qui manque finalement au programme SETI pour que l'on ait une vision précise de ce que l'on veut? Parce qu'évidemment, on change d'avis. Évidemment, c'est de la recherche pour le coup. On change un peu d'avis. Ça peut donner l'impression qu'on change beaucoup d'avis. Est-ce qu'on saura un jour ce que l'on veut vraiment? Est-ce que et à quelle échéance de temps finalement? Est-ce qu'on peut estimer ça? Ok, merci de la question, bien sûr, c'est très important. Alors, je voudrais vous dire une chose. Comme vous avez vu, je suis un membre de l'Académie internationale d'astronautique. Tous les années, nous faisons un congrès, qui est le grand congrès spatial, International Astronautical Congress, en anglais. Bon. Alors, dans ce congrès, il y a tous les années 2 sessions SETI. La première s'appelle SETI Science and Technology, c'est-à-dire la science et la technologie du SETI. Et ça, ce sont les choses techniques comme la transformée des Fourier et des choses comme ça. La deuxième session s'appelle SETI and Society. La SETI et la société. Alors, dans ces sessions-là, nous allons traiter des problèmes sociaux, c'est-à-dire quelle pourrait être la réaction sociale à la découverte d'un message des extraterrestres. C'est un vrai problème. Nous connaissons ça. En particulier parce que je pense que l'humanité n'est pas prête à une découverte comme ça. Hein. Mais nous avons affaire à continuer les recherches. Et de plus en plus, maintenant que nous connaissons qu'il y a beaucoup de planètes là-haut. Ça, c'est ma réponse. Voilà, et pour la partie technique, je pense qu'il y avait une part dans la question de ça, autour de la technique, il y a une évolution sur la façon qu'on envisage de détecter. D'abord, peut-être en regardant le SETI, faire du SETI avec de la lumière visible plutôt qu'avec des ondes radio, Oui. et aussi, comme vous le proposez, en utilisant des techniques d'analyse de données, de traitement du signal qui sont différentes ou qui sont plus perfectionnées. Exact. Et donc ça pourrait encore évidemment évoluer. C'est dans cette partie, dans ce premier, la partie technique de ces rassemblements SETI, de ces conférences SETI. Donc il y a une évolution technique à la fois mathématique et à la fois par l'objet, par le détecteur, le radiotélescope ou le télescope qu'on utilisera. Et la partie sociale est ce que j'ai dit, c'est-à-dire nous avons à faire des prévisions sur la réaction du public en général. Alors, il est vrai que si nous avons un message, ils sont très très loin, ils ne sont pas ici. En fait, en général, j'imagine, la détection des exoplanètes est maintenant un fait avéré et en progression. Est-ce que SETI a plus de temps à louer? Est-ce que ça a joué sur le temps de radiotélescope? Merci. Très bonne question. J'espère que oui. C'est-à-dire que maintenant, je n'ai pas eu la possibilité de voir un changement. Mais, bien sûr, la mission Kepler a été un turning point, Un virage. un virage, merci. Alors, je pense que maintenant, SETI a plus de probabilité d'obtenir plus de temps dans le futur. Ça, c'est la seule chose que j'ai voudrais dire. C'est-à-dire qu'il y a des arguments en faveur d'une augmentation du temps sont de plus en plus nombreux Oui. finalement, et qu'il y a quand même un espoir raisonnable Oui. d'avoir un temps plus raisonnable aussi, plus conséquent pour les observations.
Et qu'il y a une autre question, j'imagine, envoyée au moins une devant. Il y a peut-être le micro, je ne sais pas où est le micro. Je suis ici, à droite, à votre gauche. À votre gauche. Donc c'est là-bas. Voilà. Oui, bonjour. J'aurais voulu savoir si le programme SETI avait permis de découvrir autre chose que ce qu'on cherchait à l'origine, c'est-à-dire une sérendipité, quoi. C'est-à-dire que, est-ce qu'on a pu... J'ai compris. Difficile. Mais je vous donne seulement un exemple. Alors, j'ai nommé deux algorithmes mathématiques pour prendre les signaux. La transformée de Fourier, qui est bien connue dans tout le monde, et cette autre chose que j'appelle la KLT. Alors, la KLT n'est pas faite parce qu'il est très compliqué, il a besoin de beaucoup de temps d'ordinateur. Mais après que quelques scientifiques ont compris l'importance d'analyser les signaux SETI d'une façon différente que la transformée de Fourier, je dois dire que seulement l'idée de faire des SETI a bougé le cerveau de cette personne et maintenant nous avons une probabilité plus haute de faire des recherches avec la qualité. Je voudrais vous donner un exemple pratique. J'ai publié mes travaux mathématiques en 2010 sur la transformée KLT. Dans une année, l'ESA a payé des étudiants, des chercheurs qui ont écrit le logiciel de mes formules mathématiques et ils vont les utiliser pour une chose complètement différente, c'est-à-dire GPS. Vous connaissez la géolocalisation par satellite. Exactement. Alors, dans ce cas, le problème, c'est un autre, c'est-à-dire autour de la Terre, basse sur la Terre, il y a les satellites de GPS qui vont tourner autour de la Terre, mais ces satellites ne peuvent pas communiquer entre eux-mêmes parce qu'il y a les bruits de fond très très grands qui viennent au-dessus de la Terre. Bon, alors, depuis que la transformée de Fourier n'est pas plus suffisante pour assurer les communications entre les satellites, les personnes de l'ESA ont pensé, après avoir lu mon travail sur SETI, pas sur les GPS, que la transformée qualité pourrait être utile. Donc c'est les techniques là finalement, c'est la technique. Exactement, ça c'est serendipity. C'est exactement. Merci beaucoup. Là il est l'heure. Merci infiniment de votre venue, Monsieur Macotte, de vos efforts pour parler en français. Merci infiniment. Merci à Lionel Davout qui était là à la parade pour assurer en anglais s'il était nécessaire. Et merci à vous pour vos questions et votre présence. Voilà.